Oui, ouh. Alors, aujourd'hui. à ton tour, Yves. Oui, à mon tour. J'ai fait mes devoirs. On analyse le board de Hugo Leclerc-Charon, guitariste du band Naked High. Hugo, je le connais. Je pense que je l'ai rencontré même personnellement. Mais je le connais surtout parce qu'il fait du... il fait du test d'ampli pour un de mes chums, là, Jonathan Lapointe, là, qui fait des amplis de guitare aussi. Là. Puis Hugo, il est souvent dans le décor là, pour essayer ses amplis, dans le fond. Là. OK. Je pense que je l'avais croisé festival sonore. C'est-tu sonore? Oui, sonore, c'est ça. À Montréal, là, l'expo qu'il y a. Là, fait que je l'avais croisé là, puis bref. Ceci dit, on s'est rencontrés, on se connaît on se connaît une petite affaire. Fait que c'est ça. Fait que, évidemment, je suis allé écouter son band un peu. Description de son band, Stoner Rock. Ce que j'aurais à dire là-dessus... ben, en fait, c'était Stoner Rock, oui, mais avec un tone qui est quand même très classic rock pour moi. C'est pas fuzzé du tout, là. Fait qu'on n'est pas dans le... On n'est pas du côté doom, du stoner. Là, c'est ça, pas... parce que comme on peut voir en survolant le board, vite, il n'y a pas de phase là. Il n'y a pas de... non, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est ça, c'est un tone pour moi qui est très, très classic rock. Fait qu'on va passer au travers de tout ça. Puis, attachez-vous, on part. C'est parti. La guitare, première chose, la guitare, on a une Gibson Explorer, couleur crème. Fait que, moi, les Explorers, ça serait pas mal ma couleur préférée. La petite couleur crème, là, j'haïs pas ça à Calvin, si je trouve ça beau. Sinon, ils sont noirs. D'habitude, c'est surtout noir, là, c'est ça. Fait que ça fait un peu différent. Puis je pense qu'à chaque fois que je l'ai vu jouer de la guitare, c'est cette guitare-là qu'il y avait. Fait que je suis convaincu qu'il y a d'autres guitares, mais c'est le fun, je veux dire, un guitariste est associé à une guitare, puis je trouve ça cool. Puis là, il a même été jusqu'à nous donner ses pick-up là, sur sa guitare. DiMarzio Super 2 au bridge, puis DiMarzio PAF Pro au neck. Okay. Je suis allé voir rapidement parce que je suis vraiment pas un spécialiste des pick-up. Mais c'est deux pick-up que l'EQ est très bright, en fait. Fait que, je pense que ça aide là, un tone qui est très... qu'il y a beaucoup de gain dans la chaîne. Là, d'avoir des pick-up qui vont être assez bright, ça va aider à percer puis à que ça ne devienne pas maudit, là, dans le fond, là, en s'en allant. Là. Fait que voilà pour la guitare. La première chose qu'on a dans son pedalboard, c'est la Dunlop Eddie Van... je vais dire EVH. Non, je dirais pas Eddie Van Halen à chaque fois qu'on a de quoi de ce gars-là, parce qu'il y en a beaucoup dans ce board-là. Fait que EVH, la WA, par Dunlop. OK. La différence, en fait, entre ça et la classique, là, c'est que, de ce que je comprends, c'est qu'ils ont voulu aller comme reproduire l'usure de celle que Van Halen utilisait. L'usure de l'inducteur, c'est quoi ça? Genre l'inducteur puis le pot. Là. Fait que, que dans le fond, dans celle-là, t'as un pot puis une bobine, une inductance custom pour ce modèle-là, pour y donner un tone qui dise plus vocal, par exemple. OK. Donc, puis plus wide aussi, le range d'utilisation. OK, le sweep est plus, OK. Ouais, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a après ça? Le Dunlop Roto Vibe. Wow. J'ai vu ça aller, moi, ça. Que j'ai jamais essayé. Je suis allé voir rapidement. Ce qu'ils disent, c'est que c'est un émulateur, dans le fond, d'un Leslie, en fait. À sweep sur le side, là, me semble. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, sur le dessus, tu as la vitesse. Au pied, là, c'est la vitesse. Mais tu as aussi une roulette sur le côté pour l'intensité de l'effet. Mais tu as aussi une switch pour le mode dans lequel ça opère. Fait que soit genre chorus ou vibrato. Mais c'est très... comment je te dirais? Je la trouve très choppy. En tout cas, du moins dans les démos que j'ai entendues. C'est un effet qui est pas... on dirait que la wave est plus choppy que smooth. Là. J'ai l'impression que ça cogne plus dur un peu. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Là, mais... T'as un contrôle au pied aussi. C'est de la modulation avec un contrôle au pied. C'est tout le temps un peu plus space, c'est sûr et certain. J'ai un chum qui l'avait, puis c'était... ça demande un certain skill pour faire sortir de quoi de cool de ce bébé-là. Tu peux pas... Si tu as de la difficulté à faire de la wah-wah,
tu vas avoir de la difficulté en sacrament à faire du chorus ou du trémolo avec ton pied. Là. Fait que tu sais, c'est fait pour le monde qui ont de l'aisance, dans le fond. Là. Voilà, avec le pied. Puis qui sont habiles sur un pied. C'est niaiseux, mais je veux dire, quand tu joues debout, puis je veux dire que tu veux jouer du wah ou du rotary, dans le fond, mine de rien, tu mets pas de poids là, sur ce pied-là. Fait qu'il faut que tu sois quand même en bon équilibre malgré tout. C'est un skill de plus. Ouais. Fait que voilà, c'est ça. Fait que c'est pas une pédale que j'ai essayé, mais c'est ça. Je trouvais que, comparé par exemple à une Univibe, je suis pas en train de dire que la Rotovibe, c'est un Univibe, mais je pense que c'est dans le même genre d'effet, dans le fond. Ouais. Je trouve que la Univibe est beaucoup plus sweet que ça. Là. Ça, c'est plus choppy un peu, là, à mon oreille, du moins. Ensuite de tout ça, on rentre dans un overdrive MXR OD. Je pense que c'est pas la première fois qu'on la voit passer. Là. Genre de. Il me semble qu'on l'a vu. Ouais, genre de Tube Screamer Boss SD1, mais avec un EQ qui serait un petit peu plus flat. Un peu moins mid que la Tube Screamer, par exemple. Puis lui, de la façon qu'il l'utilise, c'est qu'elle est tout le temps on sur son pedalboard. Puis tu vois, si tu zoomes là, sur la pédale, là, c'est utilisé vraiment la façon comment booster ouais, c'est ça, le gain à zéro, l'output au fond. Fait qu'il s'en sert vraiment pour têter encore plus là, son ampli. As-tu des références sur son ampli? Oui, j'en ai. Disons-le tout de suite, mais il joue dans un Marshall signature Randy Rhoads. OK. Fait que, un Plexi, un 1959. OK. Fait que il y a du gain là. Fait que le 412, là, le gros kit. Puis, j'ose supposer que dans le fond, y a-tu 2 channels là-dessus? Je pense que non. Là, le signature, je le sais pas. Normalement, un 1959, ça n'a pas 2 channels. Mais là, le Randy Rhoads, je suis comme pas certain. Bon, anyway, c'est plus pour faire le lien entre le fait que, dans le fond, s'il utilise le GTO2, dans le fond, sans gain, il doit sortir un petit son crisp de rien de ça. Il rentre-tu d'une plateforme clean ou il distorsionne un peu dans son Marshall, tu sais? D'après moi, son Marshall, il y a du gain, là. Ouais, c'est ça. Puis il s'en sert juste. Sinon, c'est comme n'importe quel. À la seconde que tu joues avec un ampli qui a du gain, la première chose que tu veux faire, c'est enlever du bottom, dans le fond. Puis je veux dire, ça, c'est une excellente façon de le faire. Pardon. Puis moi, personnellement, même, quand je joue avec des plexis et tout ça, pour aller chercher un tone un peu, je sais pas, moi, punk rock ou machin, là, je veux dire, la première affaire que je fais, c'est je vais mettre un Tube Screamer en avant pour enlever le bottom, peut-être donner un petit mid-bomb dans le fond, parce que, on le voit tout de suite, il prend une grosse pancarte sur son board écrit mid-bomb dans le fond dessus, puis, comment je pourrais dire ça, c'est souvent, les gens qui vont faire ça, c'est le monde qui sont quand même assez habiles à la guitare, puis qui ont des solos à faire, qui ont besoin de sortir du mix constamment. C'est du monde qui n'auront pas peur que leur son s'élève au-dessus de ceux des autres pendant les parties importantes. Puis, justement, quand tu vois le stock Eddie Van Halen un peu partout, on voit ce que ces influences doivent aller. Là. Puis parlant de mid-bump, on s'en va vers les Q, l'MXR 10 band EQ. Puis je veux dire, même visuellement, on voit le mid-bump à ce moment-là. Puis attention aux yeux, c'est bleu, puis c'est bright. Le bon vieux mixeur. Puis on le voit qu'il n'y a pas de gain, là. C'est vraiment juste aller chercher du mid encore. Puis il coupe pas. Par contre, on voit qu'il coupe pas de bass puis tout. Là, par contre, puis là, peut-être qu'Hugo, il va pouvoir nous répondre. Je me demande pourquoi. Parce qu'il dit que autant les Q que son overdrive sont tout le temps on, tu sais. Je me demande si d'avoir juste un overdrive qui serait plus mid-bump que sa GT OD, est-ce que ça ferait l'affaire des deux? Tu comprends ce que je veux dire? Un back sandal peut-être à la place, tu sais, au lieu d'avoir un tone, juste un tone, tu sais, d'avoir un back sandal pourrait peut-être bien faire la job. C'est juste
Mais en même temps, je vois qu'il y a beaucoup de... On en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Il y a beaucoup de stock Dunlop / MXR là, sur son board. Fait que peut-être que il y a peut-être une plug chez MXR ou peut-être qu'ils aiment juste vraiment beaucoup leurs produits, dans le fond. Puis on s'entend, ils font des bons produits. Là. Fait que... Mais c'est ça, je serais curieux de savoir pourquoi un EQ puis une drive. Puis pas juste une drive qui aurait comme la bonne shape. Peut-être qu'il n'a juste pas trouvé l'EQ qui a la bonne shape. Parce que la drive, comme tu dis, c'est toujours à on. Ben c'est ça. Je sais pas. T'es rendu là, dans le fond, tu as aussi les... mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui te donne pas de gain comme, mettons, le Tour Screamer va t'en donner. Le fait de juste te donner un boost de volume, il n'y a pas énormément de circuits qui t'offrent ça en tant que tel. Mais... Justement, qui me vient en tête tout de suite, justement, le circuit du Color Sound, est-ce que ça te donnerait un bass mais très belle? Ou est-ce que tu pourrais aller te chercher un bon mid-bump sans avoir ton EQ puis sans avoir, dans le fond, ton overdrive? Parce que tu pourrais carrément le runner clean. Là. Surtout à 18 volts, tu peux carrément le runner clean puis avoir juste l'EQ que tu veux te mettre dessus. Mais en même temps, sauf que l'EQ, ça te donne la flexibilité d'où tu places ton mid-bump. Là, puis là, c'est ça, je suis en train de regarder. C'est sûr. Je connais pas les bandes, mais il doit commencer à 2K peut-être. On dit... C'est ça, j'essaie de... Allez voir les bandes du... juste par intrigue. 120, là. 250, ça doit être 500. Ça doit être 1K. Fait que tu vois comme le pic de son mid-bump, il a de l'air d'être à... Ben, attends un peu, ça c'est quoi? On dirait 2 ou 1 peut-être, son pic, là. Entre 2 puis 1, mettons. Ouais. Dans le fond, il joue direct dans le snare, dans le fond, il joue direct dans les... Ben, tu sais, c'est... Un cas, c'est comme assez standard. Là. Comme tu dis, un band axial d'habitude, un back sandal, ça serait placé pas mal là. Ouais, c'est ça. Fait que je serais curieux de savoir. Il y a une petite drop, tu sais. Je sais pas c'est quoi la dernière bande. Je sais pas si ça finit à quoi, 12 ou 16, mais il y a une petite drop dans ses highs, dans le fond, à la fin complètement. Ben, 4, la dernière bande, la 10e bande. 2, 4, 8, finit à 16? Ouais, 16. 16, c'est ça. Fait qu'il y a une petite drop, dans le fond, à 16. Mais rendu là, c'est pas très, très audible. Là. C'est pas... Ouais, non, effectivement. J'imagine que c'est rendu assez haut. Là. Mais en tout cas, fait que ces deux pédales-là sont tout le temps on, ou il dit pratiquement tout le temps on. Fait que des fois, il les éteint peut-être. Mais... Si tu as essayé d'autres choses pour arriver au même résultat, mais qu'en fin de compte, tu es revenu à ça. Probablement pas. C'est ça. Ça nous intrigue. As-tu déjà essayé autre chose pour arriver au même résultat dans juste une pédale? Mais peut-être qu'il y a d'autres... mettons, tu as un autre projet ou quelque chose, c'est sûr qu'un EQ comme ça te donne toute la flexibilité que tu as besoin. Là, fait que je comprends l'utilité d'aller là. Sauf que si ça, c'est le setting puis il n'y a pas d'autres settings, je me pose la question. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Stéréo Chorus MXR. Ben là, assez... je veux dire, c'est un chorus analogue, dans le fond. C'est un classique, là. De ce que j'ai entendu, c'est pas très... ça va pas over de... ça va pas super, super loin, là. Donc, c'est quelque chose de très conservateur comme chorus, comme tu dirais, là. Puis... c'est ça se tient à un certain niveau, là. Ce qui est cool, c'est que tu as un EQ, par exemple, chose que tu n'as pas nécessairement souvent sur un chorus. Puis c'est stéréo. T'as juste un input, là, mais je veux dire, t'as une image... t'as une image, t'envoies 2 signaux mono, dans le fond, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, je veux dire, t'as comme un... En tout cas, t'as un panning stéréo, si tu veux, en sortie, mais c'est pas un effet stéréo comme tel, là, mais... En tout mais cas, ça fait beau écrire stéréo. Ben oui, je sais. Fausse représentation. Une affaire que j'aime moins, par exemple, de ce pédale-là, perso, là, c'est juste son format, dans le fond, puis... Les Q, c'est un peu pareil. Là, je veux dire, j'aime moins les pédales qui sont faites comme sur ce sens-là, avec les jacks sur les côtés. Fait que là, ça fait de quoi qui prend tellement de la place. C'est tout contre-intuitif au complète. Là. Non, c'est ça. Puis les knobs sont quand même super serrés en bout de ligne. Ouais, j'avoue aussi. Hein, fait que tu te mets sur une 125B, qui est le format, si tu veux, de la GTOD, dans le fond. Puis tu peux rentrer, peut-être pas la GTOD, mais en tout cas, bref, normalement, tu es censé être capable de rentrer 3 potentiomètres, un à côté de l'autre, sur un boîtier 125B, puis il y a de la place. Ben oui. Peut-être plus le choix de knob qui est comme gros pour rien, mais en même temps, MXR, ils ont le classique. Là, je veux dire, MXR devait avoir des tonneaux de ces knobs-là, dans le fond. Puis ils disent, j'ai une autre idée, mais il faudrait prendre des knobs plus petits.
Non. Non. Arrange-toi que ça fait. C'est ça. Après ça, les 2 prochains effets, dans le fond, sont dans son petit looper. Là, c'est en bas, au milieu, tu as un looper, comment il l'appelle, le Black Loop Switcher, dans le fond. Là. OK. C'est juste comme un looper avec juste 2 loops là, dedans. Puis dans chacune des loops, tu as une pédale dans chaque. Fait que là, je me suis posé la question, pourquoi utiliser un looper pour mettre juste une pédale dans chaque loop, dans le fond? La seule raison qui m'est venue, c'est que probablement... les autres pédales sont peut-être mal placées pour les pieds, en fait. Fait que, en mettant ça en bas, si c'est des pédales qu'ils utilisent souvent, ben je veux dire, c'est pas mal plus simple à utiliser. Fait que c'est peut-être juste comme une extension foot switch. Oui, parce qu'on voit clairement que c'est laissé de l'espace pour ces deux wah-wah, dans le fond. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as pas le choix de penser, faut que tu tap dance rapide, faut que tout soit logique. Exact. Fait que c'est ça. Fait que dans sa première loop, il y a son flanger, le flanger EVH. Encore, c'est un flanger analogue. Une chose que j'ai trouvé intéressante dessus, c'est parce que je regardais le nom des contrôles, puis t'as une switch qui s'appelle, pas une switch, mais t'as un contrôle qui s'appelle manuel. Habituellement, un flanger, t'as sa vitesse, puis là, c'est... Ouais, c'est ça. T'as comme le filter Matrix, normalement. Là, t'as juste le... Mais là, t'as le... fait que je veux dire, tu peux jouer avec comme comme son filtre manuellement, dans le fond, ce qui peut être un feature le fun, dans le fond. Des fois, ça peut être un setting que toi, tu trouves intéressant. Puis, quand il est placé là, je trouve ça cool, ça. Puis après ça, tu as une petite switch qui s'appelle EVH, là, comme un push button là, que tu vois avec la lumière jaune en dessous. Puis est activé. Puis cette switch-là, c'est pour aller chercher exactement le tone du flanger dans la tune Unchained de Van Halen. Fait que je veux dire, là, dans son cas, c'est ça qu'il fait. Puis je veux dire, la tune, dans le fond, oui, il y a un flanger, puis tu l'entends là, quand le riff commence au début, puis c'est un flanger qui est assez long, dans le fond. Là, c'est quelque chose qui est un peu comme il utilise son phaser, en fait, là, le phaser qui est un peu lent. Fait que voilà. Fait que c'est simple aussi. Un piton, on-off, puis that's it. c'est drôle, toutes ces histoires-là de flanger. Tu sais, moi, j'ai eu le MXR, le vieux gris, avec une corde d'extension pluguée direct dedans. Puis ce qui rend ce flanger-là cool, c'est le fait qu'il y ait une SAD, dans le fond. Il y a une SAD 1024 dedans, la vieille puce, dans le fond. Okay. Puis, en tout cas, encore une fois, il y a une compagnie qui s'appelle Cool Audio, X-Vive. Ils se trouvent à refaire ces puces-là aujourd'hui. Ils ne refont pas la SAD en tant que telle, mais ils vont refaire une puce sensiblement pareille. Puis, dans le fond, il y a des gens qui vont continuer de dire non, la vraie, c'est la vraie, puis that's all. Pour ce qui est de la SAD 1024, c'est sûr et certain que, tu sais, moi, faut pas que j'aille trop loin parce que sinon, il va falloir que je me réexplique par après dans les commentaires, mais la SAD, j'ai trouvé qu'elle avait un son vraiment particulier. J'ai trouvé vraiment que les pédales qui avaient ça à l'intérieur avaient un son qui revenait vraiment gros. Okay. Mais celle que moi, j'ai eue, la puce était fatiguée. La puce était usée. Puis, j'étais pas capable d'avoir le sweep complet, si tu veux, de la pédale. Je sais pas de quelle façon ça s'endommage. Je sais pas de quelle façon le temps laisse sa trace sur ces puces-là. Mais l'effet que ça me donnait, c'est qu'elle était fatiguée. Fait que, tu sais... que ce soit dans le fond des délais ou des trucs de même, à un moment donné, il vient un temps où est-ce qu'il n'y a pas le même range qu'avant. Il vient un temps où est-ce que dans le fond, tu es comme, il me semble, tu sais, je peux pas tirer tout le jus de la pédale. Fait que qu'est-ce que tu fais quand il faut que tu changes ta puce, tu sais? T'es faite. Fait que, tu sais, c'est cool qu'ils ressortent des trucs comme ça. C'est cool qu'ils ramènent des features avec des nouvelles puces, justement, puis qu'il y ait des compagnies, justement, comme X-Vive qui sont capables de ramener les vraies affaires, tu sais, ramener les vrais trucs. Parce qu'il y a eu une période de transition entre les deux où tout ce qu'on avait, c'était des copies chinoises, des vieilles puces, puis ça valait pas de la merde. Puis je trouve ça le fun que le marché de ça revienne, le marché des Bucket Brigade revienne, tu sais, puis qu'on puisse se sourcer dans un endroit clean puis d'un endroit safe pour être capable de faire des pédales vraiment cool. Ben, tu sais, quand tu as une compagnie comme Behringer, mettons, là, tu sais, via TC Electronic ou qui en achète du Bucket Brigade à tour de bras, là, tu sais, à coups de millions, là. Il y a une compagnie, ça prenait une compagnie qui était pour en faire, là. Tu sais, maintenant... Tu as déjà vu ce shop-là, man? C'est des kilomètres de long, cette niaiserie-là, man. C'est dégueulasse. Moi, ma shop, on la voit au complet. Là, ouais, c'est ça, Moutou, c'est pareil. C'est un
un point quelques kilomètres par un point quelques kilomètres. Ouais, c'est ça. Ils ont acheté tellement d'affaires. Fait que... OK, puis là, fait que, première loop de son looper, le flanger. Après ça, on a le Carbon Copy Bright. Je veux dire, Carbon Copy, on en a parlé à maintes et maintes reprises. Ouais. Si on regarde un peu ses settings, dans le fond, si on s'approche, on voit que son mix est assez bas, puis son regen est assez bas aussi. Fait que pas trop de répétition, pas trop présent dans le mix, mais en même temps, le gain vient de son ampli. Hein, fait que je veux dire, on le sait que si tu mets des délais ou si tu mets des modulations avant ton gain, ça a tendance à vouloir partir en... Excusez l'expression, mais à partir en couille. Là, fait que je veux dire, c'est le genre de setting que tu vas voir ça quand tu as du gain après. Là, fait que ouais, non, c'est ça. Puis la Carbon Copy Bright, j'imagine que c'est juste comme un filtre dans son carrément, dans sa parce loupe, que je veux dire, on sait tous que les délais analogues sont un petit peu plus dark dans le fond, tu sais, puis ça doit juste venir. Il y a du monde qui aime ça. Il y en a d'autres que probablement que ça venait ternir un petit peu son idée mid-bomb dans le fond, puis son idée dans le fond de présence. Fait que au lieu que ça l'écrase en prenant le Bright, direct tout de suite, t'es correct, rien à modifier. Penses-tu que c'est vraiment un circuit différent? Sérieusement, man, je pense que ça doit être genre juste une différence de capaciteur dans le fond, en quelque part, puis that's it, là. Pourquoi ne pas juste avoir fait, mettons, Carbon Copy V2 avec une Switch? Je sais pas, mais t'as-tu vu, il y a la Switch, il y a une Switch sur le Carbon Copy, dans le fond, là, mode, de base, là. Ouais. C'est quoi déjà, non, cette Switch-là? La mode. C'est juste une petite modulation, ça, je pense? Ça? Ouais. OK. Mais Carbon Copy Bright, je sais qu'il est sorti après parce que dans le fond, justement, le monde se plaignait du côté, dans le fond, dark. Mais c'est un délai analogue, fait que tu sais, tout est normal, dans le fond. Puis ils ont juste, sérieusement, je pense que c'est vraiment juste genre une résistance. Puis, ça peut pas être bien d'autres choses, là. Ah non. Ouais, mais j'aurais rajouté l'autre bord du Python Mix, là. J'aurais rajouté le même push button là, pour Bright puis pas Bright. T'sais. Ce que j'aime imaginer tout le temps, c'est que ces gars-là, ils ont un téléphone à faire en Chine. Ouais. Puis le gars pogne un téléphone et me dit Hey, R24, là, change-moi ça. 7.5K. OK? Fais-moi-en 2000. Bye. That's it. T'as un point, man. Même PCB, même, tout reste pareil. Oh, puis là, le gars, il rappelle en fin d'après-midi t'as peu. Mets-moi un slash à la fin du Carbon Copy, puis écrit Bright en dessous. Bye. T'accroches. C'est ce que je me dis. Ouais, en tout cas. Puis après ça, le monde en parle. Puis, tu veux le nouveau délai? Il est bright. Mais je veux dire, c'est quand même cool d'offrir l'option d'un délai qui peut être bright puis dark. Ça, je trouve ça cool. Si t'en as acheté un. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je vais acheter, pour ce que ça l'implique en ingénierie, il me semble que j'aimerais ça avoir l'option sur la même pédale plutôt que deux pédales séparées. Là. Le message au travers de tout ça, c'est que si tu as l'original puis que le Bright t'intéresse, peut-être que tu peux demander à l'entour de toi. Modé, ouais. Peut-être qu'elle pourrait être modée au lieu que tu en achètes un autre. Ouais, fort possible. Cool. Qu'est-ce qu'on a après ça? MXR, le Reverb, M300. Fait que c'est un reverb DSP powered all-in. 3 settings, ça? 6 settings, en fait. 6 settings, OK. Ouais, je connais pas, lui. T'as 3 lumières, mais le tone, tu peux peser dessus, puis là, t'as comme la lumière, elle change de couleur. Fait que t'as comme les settings de gauche puis à droite. Fait que plate, spring. T'as un setting qui s'appelle Epic. En tout cas, t'en as 6 de même. Fait que c'est très, entre guillemets, standard, mais en même temps, je veux dire, c'est du DSP. Puis, ils vantent un headroom qui est comme à 20 volts à l'intérieur. Fait que je veux dire, man, c'est vraiment intense, pareil. Là. Fait que, le DSP va runner. Genre, ils drop ça après le DSP? Ils vont. Parce que le DSP, la chip ne doit pas runner à 20 volts. C'est sûr que non. Là. Elle doit être limitée, c'est sûr et certain. Mais ça doit être une histoire d'encodeur, en fait, là, comment c'est encodé, puis... mais bref, grosso modo, tu peux rentrer assez fort dedans, puis ressortir assez fort, puis...
Fait qu'après ça, on a le Tone Bone, qui est un switcher d'ampli, en fait. Puis c'est ça, il dit qu'il s'en sert pour deux choses. Il dit des fois, il va jouer avec deux amplis, mais il m'a pas donné d'indication sur un deuxième ampli qui brancherait là-dessus du tout. Fait que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'il fait régulièrement, mais c'est là dans le cas. Puis c'est là aussi pour sortir son tuner de sa chaîne, parce qu'il se sert de l'output tuner sur la Tone Bone, dans le fond. Puis son tuner... un power booster. Hein? Tu as vu ça? Il y a un boost là-dessus, le Tone Bone? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a un genre de booster là-dessus. Il a pas l'air de l'utiliser, là? Mid-boost, flat. Ah ben oui, t'as raison. J'avais jamais vu ça. Switchbone, polarité. OK, fait que c'est, dans le fond, c'est un... Deux outputs, mais... OK, moi, ben oui, c'est cool, man. Ouais, t'as un genre de power booster. Fait que dans le fond, ça doit être juste un... C'est ça, tu peux drop... Ouais, c'est ça, ton gain, t'es mid. OK, lui, il est sur mute. Fait que ça switch, dans le fond, il fait un mute avec. Fait que son power l'utilise juste pour mute. Ah, pas bête. Pas bête. Ah. Fait que, toujours cool, ça, la mute switch. C'est pas à négliger, ça. Ben ouais, parce que là, son tuner, il y a la version pas de switch. Ouais. Mais c'est quand même le boss. Fait qu'il y a le bon tuner. Exactement. Même si tu le coupes en deux, c'est lui le bon. C'est encore le bon. Même chose. C'est ça. Sauf que s'il y avait la switch, il y aurait un mute switch en même temps. Je lance ça en l'air, mais... non, je fais des farces. Mais c'est la première fois que je le vois, en fait, sur un board, ce tuner-là. Moi, je l'ai personnellement jamais vu. Non, moi non plus. À part que sur le web, là, je trouve ça vraiment cool comme concept. Ouais. Justement, si tu as une mute switch ailleurs ou si tu es capable de t'arranger pour... parce que, je veux dire... C'est fini l'ère de se tuner puis que tout le monde t'entende te tuner. Là. Ben, il faut, dire, là. Moi, non, t'as raison. C'est gênant. C'est ça. Mais quand justement, tu es capable d'avoir ta mute switch ailleurs, comme c'est là sur son Tone Bone, mais ça te permet de sauver de la place un peu. Puis, oui, exactement. Pour les gens qui utilisent des gros switchers, mettons, là. Je veux dire, j'imagine que ça, c'est l'idéal, là, parce que c'est vraiment petit, puis ton switcher... Ben, la moitié de ton board vient disparaître en dessous du switcher. Là. Exact. Fait que voilà. Puis là, ben, pour conclure rapidement, on avait parlé de l'ampli tantôt. Fait que ça, c'est un 1959. C'est un plexi, là, Randy Rhoads signature. Tolex blanc, fait qu'on rappelle la couleur de sa guitare. Puis un 412, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est la grosse, man, le gros stack. Demi-stack. Ouais, demi-stack. Ben, pour moi, c'est comme... Non, c'est gros. C'est gros. Là. Mais j'admire ça. Tu sais, moi, j'ai une admiration pour les gens qui se permettent ça. Puis, en même temps, j'ai pas de projet de musique qui cale pour ça. Tu sais, mais... Tu sais, ça demande comme une... En tout cas, ça demande une détermination. Oui, une détermination, c'est ça que je cherchais. Il faut que tu sois... Je joue avec un full stack, faut que tu sortes de chez vous, que tu le mettes dans le char, c'est gros, mon gars. Je veux dire, ça tourne. Man, il y a du bottom dans un 412. Puis en plus, comme si c'était pas assez, les haut-parleurs dans son câble, c'est des EVM 12L. Tu taperas ça sur Google, les magnets là, sont gros de même. Ah oui, je connais ça. Man, ça doit peser 1000 livres, ce câble-là, mon gars. C'est les genres de gros Electro-Voice, là. C'est ça. C'est ça. Là, c'est genre des genres de gros speakers de ton. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça à un moment donné, à un certain point. Je sais pas si c'est mon chum Vincent m'a parlé de ça, qui voulait se procurer ça. C'est pas gratis, ça, là, comme speaker. Non. Puis c'est ça. Puis, ça me dit quoi? Je veux dire, c'est des 12 pouces. Puis le magnet, il est aussi gros en arrière, là. Je veux dire, il fait 12 pouces en arrière, man. C'est abominable, mon gars. Fait que ça doit être vraiment débile à traîner. Fait que, pour vrai, Hugo, je te lève mon... regarde, tu vas le faire pour vrai. Je te lève ma casquette, moi, je fais pas ça, je vais me faire démonétiser. Ouais, parce que, man, c'est quelque chose comme rig, franchement. Là, on en veut plus de monde qui sont prêts à ça, man. Yes. Et puis, parenthèse, là, on a parlé, si tu veux, du mid-bump. On a parlé de... Tu sais, c'est clairement un board pour sortir du mix, pour quand tu as des solos à faire, quand tu as des petites parts. Je dis petites parts, mais quand tu as des parts de je vais mal m'exprimer, mais tu sais, quand tu as des petites parts de git, tu as des petits solos par-ci par-là, tu sais, tu as des petites slides. Tu sais, quand tu as
quand tu as de la fioriture à faire à la Git, c'est un beau board pour faire sortir ton tone du mix. Il n'est sûrement pas tout seul à faire ça. Vous êtes sûrement plusieurs à faire ça. C'est quoi votre go-to pour justement sortir du mix comme ça? Qu'est-ce que vous utilisez comme mid-bump? Puis, dans le fond, les players qui ont un son un petit peu plus bright, un petit peu plus mid-bright, parlez-nous de vos rigs, puis envoyez-nous vos boards. On a fait beaucoup de boards de Doom, beaucoup de boards bassy, tout ça. Ça faisait différent de voir un board qui est plus sur les c'est vrai que je pense que c'est le premier board. Oui, c'est vraiment dans les premiers pas mal. Fait que oui, je serais curieux d'en faire d'autres, définitivement. C'est rafraîchissant. Yes. On s'en repogne. Ça marche, salut! À plus.